sert à la fabrication d'un carburant. J'acceptais le colza. Bonjour à tous, nous voilà dans la plus grande ferme du monde, au Salon de l'Agriculture, porte de Versailles, à Paris, lieu de nombreux concours agricoles, d'exposition des produits d'exception, des savoir-faire français et des nouvelles technologies. Parmi les 600 000 visiteurs ici se trouvent également des agriculteurs et des éleveurs de toute la France et venus de l'étranger. C'est tout à la fois un lieu de découverte du monde rural pour les petits citadins ébahis et un lieu de rencontre pour les professionnels, le tout dans un contexte de crise agricole. Vous avez peut-être tiqué sur le titre de cette émission, Dieu au Salon de l'Agriculture. On sait que les milieux professionnels sont très attentifs à vivre une saine laïcité. Il ne s'agit pas non plus de spiritualiser de manière abusive les enjeux qui concernent le monde agricole. Reste que le compagnonnage entre l'Église catholique et le monde paysan français est une vieille histoire. Durant des siècles, la foi chrétienne a contribué à façonner le monde rural. Alors certes, les campagnes n'ont pas échappé à la déchristianisation, le lien s'est distendu. Pour autant, la foi peut-elle être inspirante encore aujourd'hui dans ce monde agricole en crise et en quête de sens? On a évidemment en tête l'encyclique du pape François Laudato Si sur l'écologie intégrale ou encore la pensée sociale de l'Église. Dans notre émission, nous retrouverons un groupe d'agriculteurs de Haute-Marne qui allie visite au salon et pèlerinage à Notre-Dame de Paris. Nous irons à la rencontre d'agriculteurs sur le terrain. Nous allons arpenter aussi les allées de ce salon, attentifs aux questions existentielles de ceux qui vivent de la terre encore aujourd'hui, attentifs à ce que la foi peut générer chez les agriculteurs chrétiens. Pour commencer, c'est notre journaliste Isabelle Karaïskos qui nous emmène à la rencontre d'agriculteurs qui exposent ici au Salon de l'Agriculture. Des animaux, des céréales, des produits du terroir, mais ce sont avant tout les paysans derrière tout cela qui font la richesse du Salon de l'Agriculture. Dans le pavillon dédié aux bovins, Didier Doreau, éleveur de vaches laitières depuis plus de 20 ans dans le Loiret, est venu avec l'une de ses favorites. Alors là, c'est Nana, et il va concourir cet après-midi sur le Grand Ring. Pour Didier, l'élevage est bien plus qu'un travail. Le premier but, mine de rien, on produit quand même pour nourrir tous ceux qui nous regardent. Donc c'est quand même une fierté. C'est le sentiment de liberté que Didier apprécie le plus dans son métier. C'est essayer d'être patron chez moi, même si on n'y est plus maintenant, avec toutes les normes et puis toutes les directives et même la pression du public. On est toujours dénigré, maltraitance animale et compagnie, donc si on les maltraite, elles ne nous le rendent pas. On a un engagement déjà vis-à-vis de nos animaux. Donc que la santé soit là ou que le moral soit là ou pas, tous les matins, il faut y aller. Moi, mes animaux mangent avant moi. Dans le pavillon dédié aux produits du terroir, Yves Lestourgie est venu représenter sa région à travers sa production viticole. Que voulez-vous goûter? Alors, j'ai du classique, donc en blanc. J'ai du reuilly en pinot gris. Donc Producteur de céréales et de vin, Yves est catholique pratiquant. Sa foi est aussi présente dans son activité d'agriculteur. La nature, donc créée par Dieu, donc on est là pour la préserver. Alors moi qui ai 40 ans de vie professionnelle, à mes débuts, ce n'était pas forcément le cas. On était sur de la production assez intensive, produits chimiques. Là, on prend conscience qu'on a un patrimoine qui nous est légué par nos ancêtres et qu'il va falloir qu'on transmette aux générations à venir. Malgré les difficultés, le métier garde un sens profond pour cet agriculteur de vocation. Nous sommes des producteurs de produits alimentaires. Je suis céréalier, je produis du blé qui va se transformer en pain, en farine et en pain, en gâteau. Et puis dans le domaine du vin, c'est pareil. Mais effectivement, on est tiraillé. Parce que d'un côté, on nous dit qu'on pollue trop, qu'il faut faire évoluer nos méthodes. Soit encore, on est partant. Si on nous donne les moyens et le temps. Et d'un autre côté, on nous dit qu'il faut nourrir la population. Il y a des matins de lassitude ou des soirs de lassitude. Effectivement, parce que la météo n'est pas clémente, parce que les prix ne sont pas au rendez-vous. Comme dans toute profession, on a des hauts et des bas. Mais pour moi, je reste persuadé que c'est un très beau métier. Rien n'est perdu. Tout est à construire, ou à reconstruire. Après, à nous d'être vigilants.
On l'entend et on le comprend, les agriculteurs font partie d'un système économique à la fois complexe et stratégique. Nous retrouvons Sébastien Albouy, agriculteur à Francon, donc c'est en Haute-Garonne. Bonjour, merci beaucoup de nous accorder un peu de temps. Vous êtes fils et petit-fils d'agriculteurs, vous combinez polyculture et élevage, Oui. élevage bovin. Hein. Élevage Racontez-nous. vaches laitières. En fait, ma ferme est située à mi-chemin entre Toulouse et les Pyrénées, donc une exploitation de 180 hectares sur laquelle on a 80 vaches à la traite et on fait donc tout ce qui est moitié de l'exploitation est en herbe pour nourrir les vaches et après on a des cultures que ça, de vente mais également à la paille et en fait finalement on est au même ratio de nombre de vaches par personne que mes grands-parents, sauf que du coup on en a 80, on est 4, ce qui nous permet aussi de pouvoir avoir une vie à côté, de pouvoir partir un peu de la ferme. Je vous propose, Sébastien, de mesurer les mutations, l'évolution du monde agricole au regard de l'histoire de votre famille. Parce que après la Seconde Guerre mondiale, au fond, le développement agricole a permis à la France de ne pas mourir de faim, de se nourrir, aussi de faire des progrès considérables en termes de sécurité alimentaire. Et ce sont vos grands-parents qui ont relevé ce défi. Hein. Oui, ben en fait, mes grands-parents, ils ont été à une révolution, c'est la révolution de l'après-guerre, que ça soit d'eux. Moi, j'ai mon grand-père paternel et ma grand-mère paternelle, du coup, ils étaient ouvriers agricoles en Aveyron. Ils traillaient les vaches à la main. Ils ont payé la machine à traire à leur patron alors qu'ils étaient salariés et leur patron leur remboursait sur leur fiche de paie. En soi, ils ont un peu inventé le capitalisme. Et puis derrière, finalement, ils ont dit bon, on arrête d'être salariés. Ils sont venus acheter une ferme en Haute-Garonne. Et côté maternel, finalement, ils ont été toujours assez pionniers avec les premiers tracteurs, les premières ensileuses qui sont arrivés et en fait ils sont passés du bœuf au cheval aux premiers outils motorisés, même ma grand-mère quand elle me raconte finalement tout ce qu'ils étaient, ils ont démarré à traite à la main et ils ont amené les vaches qu'ils ont traitées à la main au robot de traite qui a été pendant 20 ans les seuls robots à travailler en autonomie avec du vivant. Et alors, la modernisation des modes de production ont hissé la France au rang de première puissance agricole européenne. Pour vos parents, ça a été aussi la confrontation au marché mondial ? Le monde s'est ouvert et donc effectivement, on a connu des aléas de prix qui ont été forts, de concurrence, parfois déloyale parce qu'ensuite les normes n'ont pas été toujours les mêmes. Et aujourd'hui, on voit bien que cette mondialisation, à mon avis, elle va muter. Elle va muter sur quelque chose de plus grand territoire, par raréfication des richesses, du pétrole et compagnie, qui va faire qu'on va devoir rationaliser un peu les alimentations des villes et produire à proximité. Oui, c'est l'histoire des politiques agricoles communes, des négociations sur le marché mondial. Et pour vous, les défis de votre génération à vous ? Les défis vont être multiples. Déjà, un rapport au travail qui sera complètement différent de ce que mes grands-parents et mes parents ont vécu. Et donc, il va falloir construire des modes, j'ai envie de dire d'exploitation, mais de fermes qui sont compatibles avec ça. On va avoir la révolution de la robotique qui était présente dans les vaches, mais qui arrive maintenant dans les champs. Tout ce qui est IA, qui commence à arriver déjà en agriculture de manière assez forte. Et voilà, toute cette révolution de biostimulants qui vont remplacer petit à petit toute la chimie fera que nos modes de production seront complètement différents. Et je ne vais pas vous dire quoi, parce que j'imagine mes grands-parents en Aveyron dans les années 60 dire, quand ils traillaient à la main, dire qu'un jour des vaches rentreraient toutes seules dans un robot de traite. En fait, on les aurait traités de fous, entre guillemets, on les aurait excommuniés en place publique. Là, on est sur le stand de la ferme digitale au salon, Oui. Parce que vous avez créé une appli, Oui. une appli pour l'assolement, c'est-à-dire la rotation des cultures, aider les agriculteurs dans la gestion de ces cultures. En fait, on sait que la rotation a sauvé l'Europe de la famine au Moyen-Âge avec la fameuse rotation triennale, 2 ans de culture, 1 an de jachère. Tous les peuples du monde l'ont fait par le passé. Avec l'arrivée de la chimie et de la méca, on a pu s'en passer. Ces 2 piliers de notre agriculture, ils sont plutôt en régression. Et donc sur notre ferme, on réfléchissait à faire des rotations. On avait fait un tableur Excel qu'on se servait. Et de ce tableur Excel, avec mes cousins, on a décidé d'aller faire ce qu'on appelle un start-up week-end. Il se trouve qu'on a gagné, qu'on s'est fait solliciter pour monter une boîte. Et voilà, et c'est comme ça que 5 ans après, on est encore présent au sein de l'agriculture et que depuis 2-3 ans, on commence à déployer auprès des premiers agriculteurs.
Que pèse désormais l'agriculteur face aux aléas du marché mondial, des guerres économiques, on le voit avec l'Ukraine, mais aussi l'ensemble de ces techniques, de ces innovations technologiques. On entend, parce que beaucoup de nos confrères ici croisés au salon parlent aussi de questions de sens, de la place de l'humain dans tout ça. Alors, c'est très différent. Il peut y avoir le sentiment qu'il y a un fossé qui se creuse entre deux agricultures, entre ceux qui finalement voient une opportunité et ceux qui voient une menace. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut accompagner tout le monde. Enfin voilà, il faut former, il faut qu'il y ait... Mais je ne dis pas uniquement formation scolaire, il y a d'autres formations dans la vie, que ce soit d'aller voyager, d'aller voir ailleurs, de façon à pouvoir appréhender tout ça comme des opportunités. Parce que quoi qu'il arrive, on aura toujours les saisons. On aura toujours la rosée le matin, on aura toujours les mêmes ardassons humains. Les types de sols que mes grands-parents avaient sont toujours les mêmes que ce que j'ai aujourd'hui. Le maïs pousse toujours en tant nombre de jours. Pareil pour le tournesol. Une vache, elle porte toujours son veau pendant 9 mois. Il fait toujours environ 50 kg à naissance. Il y a quand même des impondérables qui ne vont pas changer le sens de notre métier. C'est des outils qui vont évoluer. Et en même temps, on perçoit dans vos choix pour votre exploitation qu'il y a une place particulière à votre liberté. Est-ce que vous avez par exemple créé votre propre laiterie pour plus dépendre de grands groupes industriels et qui imposent leurs tarifs? En fait, moi, quand je me suis installé, on m'a dit pour faire ton prévisionnel économique, il faut prévisionner un chiffre d'affaires. Donc, chiffre d'affaires, c'est volume fois prix. Le volume, c'est mon job à moi. C'est mes vaches, c'est mon job à toi. Et le prix, il fallait que je regarde le prix des enchères à Fonterra en Nouvelle-Zélande pour savoir le prix que j'allais être payé le mois passé. Quand on veut trouver des jeunes qui sont en quête de sens et compagnie, c'est difficile. Alors que Moyer ne quittait pas Occitanie. Parce qu'aujourd'hui, on n'installe plus qu'un jeune par an dans le département. Dans 30 ans, on est 30 alors qu'on a la 3e ville de France avec Toulouse. Le sens de l'histoire va être qu'on produit localement. Donc, il fallait faire quelque chose de démarche locale. Et donc, on a créé notre propre laiterie qui permet finalement, on est capable de dire notre lait, il va dans 7 briques de lait, vous pouvez le retrouver là, et garantir une histoire et une rémunération. Et ça permet aussi de pouvoir installer des jeunes, parce qu'il n'y a pas que le prix. Pourquoi faire ce métier? Quelle est la quête de sens? Et mine de rien, ces nouvelles générations qui seront différentes, qui auront un rapport au travail plus complexe quand on se place, quand on est un boomer, plus complexe, il nous semble, mais elles ont besoin de beaucoup de sens. Et ça peut participer à leur randonnée. Merci beaucoup Sébastien. Merci pour notre échange. Bonne rencontre ici au salon. Je vous propose maintenant de rejoindre le Jura où Emmanuel Augier est éleveur. Il a accepté de témoigner pour partager combien sa foi l'a aidé à transformer sa manière d'envisager son travail alors qu'il était lui-même en dépression. Et avec beaucoup de questions, le reportage de notre journaliste Alexei Vochniuk nous emmène à la ferme de Germigné. Emmanuel Augier, agriculteur, dirige son exploitation familiale, la ferme de Germigné, depuis 30 ans. Depuis 10 ans, il s'est engagé dans l'agriculture biologique. Aujourd'hui, il cultive près de 270 hectares de terre. Une partie est consacrée à l'élevage bovin, mais la majeure partie de son domaine est dédiée à la polyculture et à la production d'huile. Ici, on produit 3 types d'huile, de l'huile de colza, de l'huile de tournesol et de l'huile de cameline. Il y a 15 ans, une crise personnelle a bouleversé sa vie, le poussant à s'interroger sur le sens de son travail dans l'agriculture intensive conventionnelle. On est au contact de la nature dans notre métier. On commençait aussi à avoir moins d'oiseaux, moins d'insectes. Et ça nous posait question de savoir si ce qu'on pratiquait était durable ou pas. En quête de réponse, il s'est alors plongé dans la lecture de l'Évangile, de la vie de saint François d'Assise et des écrits de philosophes. L'un des moments décisifs a été sa découverte de l'encyclique du pape François Laudato Si et de son message affirmant que tout est lié dans la nature. C'est un nouveau rapport à la création. Par exemple, dans un écosystème céréalier, toute la création qui concourt à la bonne marche de cet écosystème. Et justement, dans cet écosystème, on peut dire que tout est lié, tout le monde a sa juste place. Au terme d'une longue réflexion, il décide de convertir sa ferme à l'agriculture biologique, un choix qui nécessite un changement de pratique. Aujourd'hui, Emmanuel se rend dans ses champs pour inspecter l'état de son colza. Il cherche les larves de l'altise, un insecte ravageur qui s'attaque aux racines de la plante.
bonne nouvelle, aucun signe de parasite. Celui-là, il est parfaitement sain. On voit aucune trace de pourriture, de galerie de larves. Cette réussite, il la doit en partie aux haies qu'il a plantées il y a quelques années autour de ses champs. Elles attirent un autre insecte, la microguêpe Tersilocus, un prédateur naturel des altises, contribuant ainsi à un équilibre biologique sans recours aux pesticides. Désormais, l'agriculture biologique a transformé non seulement sa manière de travailler, mais aussi sa perception du profit. Si vous prenez votre calculatrice, vous voyez qu'il déjà il y a 4 mètres à côté de la haie qui sont plus productrices. Et puis à 3 mètres de l'autre côté où j'ai semé une bande de fleurs sauvages qui n'est plus productrice non plus. Ce qui fait qu'on perd à peu près 8 mètres. Et donc si vous calculez, vous dites que c'est pas rentable et vous ne le faites pas. Sauf que si vous raisonnez d'une autre manière en vous disant que la haie, c'est un don à la vie, c'est un don pour les autres éléments de la nature, que sont les oiseaux, les insectes, la microbiologie du sol, etc. Eh bien, vous le faites. Emmanuel le reconnaît, ce mode d'agriculture qu'il a choisi est loin d'être un chemin facile. Quand vous faites de l'agriculture biologique, c'est souvent à base de techniques préventives et non curatives. Et donc, vous faites les choses en amont. Vous allongez votre rotation de culture, vous semez des couverts végétaux, vous plantez des haies, vous mélangez les variétés pour lutter contre les maladies. Donc vous faites toutes ces choses-là en amont. Et mettons, vous arrivez comme en ce moment, au mois de mars. Et là, il se peut que vous voyez une attaque d'insectes qui dévorent les boutons du colza. Et vous, vous avez choisi l'agriculture biologique, donc vous avez plus les armes dans les poches pour lutter contre ça. Et puis vous voyez vos voisins qui partent avec les pulvérisateurs. Et puis vous êtes sec. Et à un moment donné, moi, ça m'a conduit à quelque part à lâcher prise, à faire confiance à quelque chose peut-être de plus grand que moi. Il souhaite partager son expérience avec le plus grand nombre afin de briser les idées reçues sur l'agriculture biologique. Par exemple, il y a 2 ans, pour les gens qui connaissent les rendements en céréales, j'ai pu faire 47 quintaux de blé sans fertilisation aucune, uniquement avec la rotation et la luzerne et puis les couverts végétaux. J'ai pu faire 36 quintaux de tournesol, donc c'est tout à fait honorable et ça peut correspondre à des standards en termes de rentabilité qui sont comparables avec le conventionnel, quoi. Malgré les défis, il ne regrette rien de son engagement. Quand je vais dans mes champs où on voit la petite faune, les lapins, des insectes qu'on observe, les pollinisateurs comme des abeilles ou des abeilles sauvages, des bourdons, et on a l'impression que tout le monde travaille à l'unisson, fait sa vie, et puis qu'il y a une certaine unité, une certaine cohérence à tout ça. Et puis quelque part, ça m'emmène à un esprit de contemplation. Et puis je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui s'exprime dans cette vie, dans ces liens. Et là, j'ai l'impression d'avoir une place un petit peu choisie, et de faire partie de ce tout, et que dans ce tout, tout est lié. Et j'ai envie de lui rendre grâce. Ça m'emmène tout simplement vers Dieu. Emmanuel a aujourd'hui retrouvé le plaisir de son métier. Plus que jamais, il se sent serein et confiant dans la voie qu'il a choisie. De retour au Salon de l'Agriculture, dans cet espace dédié aux moutons, nous retrouvons 2 agriculteurs. Diane Mazur, bonjour. Bonjour. Installée dans l'Aube depuis une dizaine d'années à Paulisy sur 115 hectares. Et puis Florent Gaujard, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être là. Vous êtes éleveur de moutons et cultivateur sur 130 hectares en Eure-et-Loir. Peut-être un petit mot, Diane. Vous êtes à la pointe d'une agriculture de conservation des sols. Vous nous dites un peu de quoi il s'agit ? Alors dès que j'ai commencé l'agriculture, donc il y a peu de temps, puisque vu mon âge, ça fait que 12 ans, j'ai commencé, je savais que j'ai une formation d'ingénieur agronome et je savais que je partirais en agriculture de conservation des sols parce que c'est une agriculture, donc les 3 principes sont définis par la FAO. La FAO considère d'ailleurs que c'est l'agriculture qui sauvera le monde et qui nourrira le monde, c'est-à-dire ne jamais travailler le sol, avoir le sol toujours couvert en toute l'année, c'est-à-dire avec des productions qu'on va récolter et des productions qu'on ne va pas récolter, qui vont retourner au sol. Et enfin, favoriser la diversité sur le sol et sous le sol. Et donc, il y a énormément de bénéfices dont je peux vous parler. Des bénéfices sur l'eau, des bénéfices sur, évidemment, la biodiversité, des bénéfices également une agriculture productive et
comme on stocke du carbone dans les sols, ça c'est également une agriculture qui permet de relever les défis climatiques. Florent, vous nous présentez, vous, votre ferme, c'est en Beauce. En Beauce, c'est la voilà, Beauce. en Beauce. Donc sur 130 hectares. Donc, j'ai repris la ferme il y a 18 ans, la ferme de mes parents, arrière-grands-parents, enfin une ferme de famille. Et donc, dès le départ, je suis rentré dans cette agriculture de conservation qui me parle énormément. Par la suite, je suis passé en agriculture biologique, mais je l'ai quitté récemment, enfin il y a 2 ans, pour des raisons de conservation des sols. Je voyais bien que mon sol n'allait pas dans le bon sens à force de le travailler. Et donc, je suis revenu à ce système. En même temps, donc, j'ai remis des moutons sur la ferme. Donc, mon grand-père avait des moutons. C'est une ferme historiquement où il y a eu des moutons. Donc, j'ai remis des moutons, une troupe de moutons. Et j'ai planté également des arbres en agroforesterie sur la ferme. On vient d'entendre Emmanuel Augier dans le reportage qui parle de sa foi et de la manière dont ça a été un déclic pour lui dans ses choix professionnels. Est-ce que ça a été le cas pour vous ? On dirait presque que moi, ça a été plutôt l'inverse. J'avais une très grande... Je savais comment j'avais envie de cultiver et j'ai eu l'opportunité de devoir regarder Laudato Si et de me rendre compte qu'il y avait une totale cohérence entre ma manière de cultiver et ma manière de croire également, c'est-à-dire cette notion de respecter la vie, respecter le sol. Et donc, il y avait une cohérence entre les deux. Et je veux dire que c'est presque... Je me suis... Alors, c'était pas un déclic, je me suis dit, bah tiens, en fait, il y a une cohérence entre ce que je crois, que je partage pas forcément, et puis ce que je fais au quotidien sur ma ferme. Florent, pour vous ? La même chose, en fait, c'est pas l'encyclique ça n'a fait que confirmer en fait la démarche que j'avais déjà sur la ferme. Donc le premier déclic, en fait, avant de reprendre cette ferme familiale, j'étais dans la vigne et le vin. Et j'avais un employeur qui se posait énormément de questions. Tout n'était pas pris pour argent comptant. Donc on était toujours à vouloir faire des expériences. Et donc j'ai continué en faisant cela sur cette ferme. Le pape François parle du cri de la terre, dont tout le monde n'y est pas sensible. Alors, beaucoup d'agriculteurs ne regardent pas leur sol. C'est dommage. C'est presque paradoxal. Oui et non, c'est une question on va dire, culturelle. On nous a enseigné, on nous a poussé à prendre le sol comme un support et non pas comme un milieu de vie. On sait très bien qu'il y a une énorme biodiversité dans le sol et que c'est un grand inconnu. Quand je discute avec des très jeunes, je leur dis, il y en a qui ont rêvé d'aller découvrir les planètes. Le monde de demain, il est sous vos pieds. Vous êtes en train de le piétiner. Florent. On voit très bien qu'un sol qui est travaillé, qui reçoit beaucoup de produits phyto, il y a peu de bactéries, il y a peu de champignons, il y a peu de vers de terre. Donc il faut que le sol, il y ait une abondance en vie. Et donc il faut, dans la mesure du possible, ne pas travailler le sol, il faut ne pas mettre de produits phyto. Bon, tout est affaire de compromis dans le monde agricole. Donc, Pour le coup, ça bouscule les habitudes parce que vous avez repris, Florent, une exploitation, une ferme familiale. Comment vos parents, par exemple, ont regardé ça, vos pratiques ? Ça a été extrêmement difficile pour eux. Mon installation donc, en 2006, voilà, dès le départ, je n'ai pas labouré. Et ça a été un combat de tous les jours. Enfin voilà, il faut labourer. Et quand je suis passé en bio, donc quelques années par la suite, donc je n'ai pas dit aux parents que je changeais encore de façon de faire. Bon voilà, maintenant je reviens. Est-ce que c'était impossible pour eux d'entendre cette recherche que vous aviez ? Il faut faire comme les autres, hein. Surtout en Beauce, le paysage est ouvert, il y a toujours un regard de l'autre, on regarde la parcelle de l'autre, c'est facile, il n'y a pas de haie qui préserve une difficulté, quoi. Et on entendait parler, Emmanuel, aussi de ses rendements. Et il faut aussi que ça reste viable économiquement. C'est aussi un enjeu pour vous, j'imagine, de tous les jours. Quand on regarde, le premier message, c'est cultiver et garder la terre. Malgré tout, un agriculteur, en tout cas moi, je sens cette notion de produire pour nourrir le monde. Et c'est important. Bien sûr que ce n'est pas moi qui vais nourrir le monde, mais c'est un peu, c'est un peu comme les histoires du talent. C'est que vous avez un sol, il a une capacité à produire et surtout, il faut le respecter. Si vous le nourrissez, il va donner. La vie, c'est quelque chose qui explose. Donc si vous nourrissez un sol, vous allez produire. Ça veut dire que vous plantez, vous semez des couverts, des plantes qui ne sont pas récoltées, mais qui sont détruites pour nourrir le sol. Je vais semer du blé. Dans mon blé, je vais récolter que la graine et je vais laisser au sol déjà toutes les pailles, plus
tout ce qui est racines que je ne vais pas toucher. Puis je vais immédiatement, l'expression consacrée c'est à l'arrière de la moissonneuse, je vais immédiatement semer un couvert avec dedans une grande diversité. Chez moi ça sera du tournesol, de la vesse, du radis, de la moutarde et de la facélie qui est une jolie petite fleur violette. Et cette diversité, cette biomasse qui va être produite n'est que pour le sol. Elle sera rendue au sol et à nouveau je sèmerai quelque chose qui va me rapporter. Et ce que je voulais dire, c'est que cette notion de produire, évidemment, on a besoin d'intrants. Il faut rappeler ce que c'est que les intrants. Pardon, un intrant, ça va être justement de la matière organique et parfois, ça va être aussi protéger les plantes. C'est parce que semer et de voir toutes ces plantes manger, il y a des fois, il faut rééquilibrer le système. Et Florent, vous aviez une réflexion sur la production, parce que précisément, peut-être des générations, et on l'évoquait au début de cette émission, ont eu pour mission de nourrir la France, nourrir le monde, mais parfois aperçu comme de manière excessive. Oui, bien sûr, il y a un côté un petit peu orgueilleux de dire, voilà, on va nourrir le monde. Bon, dans la mesure du possible, on essaye de produire le maximum de ce qu'on peut faire. Sauf qu'aujourd'hui, envoyer des cargos de blé en Afrique, est-ce que c'est judicieux? Est-ce qu'on ne les empêche pas de produire? Il y a des régions en Afrique extrêmement fertiles. Donc quel est l'intérêt d'envoyer des cargos, si ce n'est que pour notre balance commerciale et notre intérêt? Donc ça, c'est la première chose qui a commencé à se déliter en moi quand, ah oui, on va exporter, on va nourrir le monde, mais non. Non, c'est à chacun de se nourrir. Déjà, la première chose, je voudrais dire que dans la Genèse, il est dit que l'homme sera placé dans le jardin pour le cultiver et le garder. Malheureusement, en France, je ne sais pas combien, il y a d'agriculteurs, 400 000 je crois. Enfin, il y a plus grand monde. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup d'agriculteurs, mais en fait, cette vision du monde agricole... malheureusement, c'est le salon de l'agriculture, donc c'est pas forcément une belle vision du monde agricole. Mais... Vous disiez tout à l'heure la difficulté de faire comprendre vos choix. Qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous suggérez aux paysans qui sont chrétiens, qui ont cette dimension spirituelle, mais qui ne font pas forcément le lien avec une cohérence de choix professionnels? Je rebondirai sur la difficulté du changement. C'est très difficile de changer. Et c'est cette notion de conversion. On dit se convertir en agriculture de conservation des sols, parce que c'est vraiment un changement. On est sur une spirale vertueuse. Plus on nourrit le sol, plus on rétablit la fertilité. Plus on rétablit la fertilité, plus on a des nouveaux bénéfices. Plus on se rend compte qu'on passe moins de temps, puisqu'on ne travaille plus le sol. On se rend compte qu'on utilisera moins de produits phytosanitaires parce qu'on a rétabli un écosystème. On se rend compte que quand il pleut, on n'a plus d'érosion parce que l'eau s'écoule par toutes les infiltrations, les trous de vers de terre, les trous de la vie du sol. Et donc tous ces bénéfices, on s'en rend compte progressivement. Et une fois qu'on est rentré dans la spirale vertueuse, on est fiers et on est prêt à accepter qu'on se soit converti et qu'on ait changé notre manière de voir. C'est plus forcément les mêmes rendements. Je reviens à ma question, est-ce que c'est viable économiquement? Alors, c'est pas forcément... En fait, le principe, c'est qu'on a des rendements équivalents sur une moyenne. C'est-à-dire qu'on a une très grande résilience. Les années où il y a des années où on aura on a moins d'à-coups, on a une régularité. Et surtout, si j'enlève le gazole du travail du sol, si j'enlève les frais de mécanisation, si j'enlève un petit peu de phyto, si j'enlève un peu d'azote parce que je mets beaucoup de légumineuses, en fait, je vais avoir moins de charges. Donc, économiquement, c'est viable. Florent, cette recherche, elle est aussi un modèle économique qui tient la route. Oui, bien sûr. Et on sent chez vous, vous le disiez, vous êtes converti au bio, puis aujourd'hui, les surfaces de bio sont beaucoup plus réduites. Être chrétien agriculteur, ça ne veut pas être forcément dire une ferme labellisée bio dans son non, intégralité. Pas du tout. Certains verront leur foi, ça sera différent. Ouais, je dirais qu'il faudrait que les agriculteurs en fait, apprennent à contempler. Ça, c'est une chose, contempler. C'est Bernanos, je ne sais plus sa phrase, c'est le monde moderne d'une conspiration contre la vie intérieure. Je ne sais plus exactement la citation, mais en fait, quand on a des champs qui font plusieurs dizaines d'hectares, quand on a 800 brebis ou quand on a 10 000 poules pondeuses, on ne sait plus contempler. Quand il y a une naissance d'un agneau, quand on est une petite ferme, quand on a... c'est bien plus facile de contempler. On a perdu en fait cette contemplation et donc j'invite tous les agriculteurs en fait à retrouver cette contemplation d'un blé qui germe, d'une naissance d'un agneau,
Voilà. Mais c'est pas facile. Notre monde n'est franchement pas facile. Est-ce que cette cohérence de choix que vous avez fait pour vos fermes, elle contribue à donner du sens à votre métier ? La manière dont je cultive aujourd'hui me donne du sens à mon métier. Ça, c'est certain. Je suis extrêmement engagée pour défendre cette agriculture. En bénévole, bien sûr. Ça, c'est pas très rentable, mais bon, c'est pas grave. Et donc, ça me donne du sens. Est-ce qu'après le modèle de développement agricole de l'après-Seconde Guerre mondiale, le développement d'une écologie intégrale pourrait être un nouveau modèle ? Alors moi, je suis convaincue que c'est un très beau modèle. Si on regarde, il y a 6% de bio en grande culture, 4% en agriculture de conservation des sols. Il reste 90% d'agriculteurs qui peuvent modifier progressivement leur manière de cultiver. On reste sur un système productif et respectueux. On va rétablir la biodiversité et on sait très bien qu'on a un très fort manque de biodiversité. On sait très bien qu'on a 60% de nos terres qui sont altérées. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Il faut réussir à œuvrer pour qu'on aille dans ce sens-là. Donc ça veut dire changer nos politiques, changer la manière de voir de tous ceux qui sont autour de nous, changer les agriculteurs. C'est un énorme travail. Florence, sur ce point. Je dirais que le gros travail à faire maintenant, ce sont les consommateurs. Enfin, de quelle société voulons-nous ? En fait, si la société, par exemple, ne veut pas de produits phyto, elle est dans son droit. Mais il faut juste qu'elle assume que son sucre, son blé sera peut-être 2 fois plus cher. C'est ça le problème maintenant. L'agriculteur, il est capable de se poser des questions. Bon, il y a encore de la marge, mais le consommateur, en fait, quelle société voulons-nous ? Est-ce qu'il faut se nourrir avec l'agriculture argentine ou d'Amérique ? Non. Moi, je n'y crois pas à cette agriculture. À ce mode de consommation. Diane, vous faites partie du conseil diocésain de Troyes, autour de l'évêque. Qu'attendez-vous de l'Église ? Et c'est une question que je pose à tous les deux, c'est-à-dire aussi des chrétiens dans ce contexte de crise et de mutation. Le message de Laudato Si est un message extraordinaire. Et franchement, c'est la première fois que j'entends l'Église se positionner sur l'écologie. Et c'était vraiment important pour moi. Julien. À la campagne, on se sent un peu parfois délaissé. C'est normal, dans les diocèses, il y a moins de prêtres, donc on les met en ville. Et donc vivre sa foi à la campagne, c'est difficile. Donc j'invite les évêques à ne pas délaisser nos campagnes. Merci beaucoup à tous les deux. Julien, vous faites partie de l'association des Journées Paysannes qui a été fondée à la fin des années 80 autour de la doctrine sociale de l'Église pour mieux garder et cultiver la terre, on l'a évoqué ensemble, pour vivre sa foi aussi de manière être en relation face à l'isolement des agriculteurs. Début février, les Journées Paysannes ont organisé le jubilé du monde agricole au sanctuaire de Paray-le-Monial. Notre journaliste Juan Diego a retrouvé près de 400 agriculteurs, éleveurs, viticulteurs originaires de toute la France, une respiration spirituelle importante dans leur vie habituellement bien chargée. Je vous propose de le regarder en reportage. Je suis éleveuse de chèvres dans le Morbihan. Je viens ici vraiment, dans un premier temps, pour prier pour le monde agricole. Par ce parcours jubilaire, je souhaite vraiment me renouveler et nettoyer mon âme et me consacrer vraiment à notre travail. À Paray-le-Monial, au lieu du message du Sacré-Cœur de Jésus, les journées paysannes battent leur plein. 2 jours intenses de ressourcement, d'échanges et de prières. Ça fait 3 ans que je viens. La première fois, il m'a fallu un petit peu de courage pour organiser mon absence de la ferme. Et maintenant, je ne regrette plus de pouvoir retrouver les paysans de toute la France. Voilà, j'aime imaginer que ma petite voix et ma prière peut aider à la fois l'Église et le monde agricole à essayer d'être plus unifiés. Vous pouvez aussi consacrer votre entreprise ou votre ferme, votre activité agricole. En disant, Seigneur, voilà, je vais te consacrer non seulement ma personne, non seulement ma famille, mais aussi je vais te consacrer ma ferme. Introniser l'image du Sacré-Cœur dans la ferme comme une manière de dire, cette ferme, elle est à toi. En intention, je pense qu'on confie tous le monde paysan, en France en particulier, qui est soumis à pas mal d'incertitudes, pas mal de perturbations climatiques, politiques. Et puis à titre personnel, la réussite de projets sur les fermes, en particulier tous les jeunes là, qui s'installent. C'est vrai que c'est un contexte particulier, donc tout ça, ça a pu être porté dans les prières.
Cette édition s'inscrit dans l'année jubilaire des 350 ans du Cœur de Jésus, ce qui lui donne une dimension particulière. Il a un aspect très particulier pour nous, parce que les paysans, on le sait en ce moment, ont un immense besoin de repos, d'être compris, d'être consolés. Et donc le faire auprès du Cœur de Jésus, ça a un sens tout particulier. Prier tout en participant à des conférences et ateliers pour enrichir la réflexion entre foi et agriculture. Je suis venue à ces journées paysannes pour pouvoir prendre du recul sur sa vie au quotidien et puis échanger avec des gens qui partagent la même passion que nous pour la terre et la foi. C'est pas toujours évident dans le quotidien de faire le lien entre ces deux aspects et ce week-end permet de le faire. La vérité, c'est que le monde agricole n'est plus du tout chrétien. Je veux dire, il faut être clair. Hein. Vous n'êtes pas plus nombreux dans le monde rural ou dans le monde agricole que le reste des chrétiens dans le reste de la société. Vous avez une mission dans ce monde dans lequel Dieu vous a planté. Oui. C'est d'être ce canal d'irrigation de l'espérance. Oui. D'irriguer autour de vous. Ici, les agriculteurs de toute la France se retrouvent pour partager et vivre une démarche spirituelle en communion avec l'Église. Mis au pied du mur, l'Église en rural, elle fait face, elle invente, elle déploie avec d'autres moyens sa proximité, son envie de soutenir les agriculteurs, le pain de vie, la nourriture, prendre soin de la planète, des eaux et des forêts, tout ça est important. Il faut que l'Église aussi soutienne tous ceux qui y travaillent. En fait, quand tu mets un vin qui n'a pas la matière pour supporter le fût prend le dessus, donc tu sens le bois, tu sens les tanins. Moi, les difficultés que j'ai traversées, déjà, c'est surtout par rapport aux conjonctures actuelles aussi, qui ne sont pas évidentes, notamment dans la filière viticole aussi. Pareil, c'est se dire, je fais du vin, plus de vin, mais est-ce que ça va se vendre, est-ce que ça va fonctionner? Parfois, on peut être un peu perdu, perd un peu Dieu de notre esprit. Et là, le but, c'était de remettre vraiment la foi au centre de mon activité, de confier toute cette nouvelle année qui allait arriver, confier ça au Seigneur. Des journées qui offrent aux agriculteurs la force et l'espérance pour poursuivre leur mission au service de la terre et des hommes. L'Église en France a saisi l'enjeu de soutenir et d'accompagner les agriculteurs. Une séquence de l'Assemblée plénière des évêques de France y a été consacrée à l'agriculture en 2020. Une rencontre nationale, Terre d'Espérance, a été organisée en 2022. Et puis dans de nombreux diocèses, des délégués à l'écologie intégrale ou au monde rural sont nommés. Les évêques eux-mêmes viennent aussi au Salon de l'agriculture. Cette année, plusieurs diocèses ont combiné pèlerinage à Notre-Dame de Paris et visite au Salon. Une proposition qui a rapporté un franc succès. Par exemple, pour le diocèse de Langres, on est sur les stands de la Haute-Marne. Et d'ailleurs, il y a la délégation du diocèse qui est là. Bonjour, Monseigneur. Voilà. Monseigneur de Metz-Novlars. Voilà. Voilà. Mais je suis très content de vous voir, Étienne. Voilà, une belle chance pour nous que d'avoir une délégation qui, en plus, fait d'une pierre trois coups. Parce que tout à l'heure, nous allons à Montmartre et demain, nous serons à Notre-Dame de Paris, bien sûr. Et donc, c'est à la fois touristique et spirituel. Eh bien, on va voir tout cela en images. Alors, vous êtes invités à faire le tour du stand. Après 300 km de route, les 63 pèlerins du diocèse de Langres, issus de divers horizons du monde rural, entament un pèlerinage de 2 jours à Paris. Première étape, le salon de l'agriculture où ils échangent avec les producteurs et, pour certains, goûtent aux spécialités locales. J'ai décidé de faire ce pèlerinage parce que c'était déjà une proposition innovante du diocèse. Je vis du coup en Haute-Marne qui est un département très rural et où on parle beaucoup des agriculteurs, où on fait même des journées au diocèse sur la ruralité, l'agriculture, etc. Et c'est vrai que c'est important aussi de mêler le métier de l'agriculture à nous, notre prière et nos prières pour les agriculteurs et pour leur métier. Mais c'est fort? Non, c'est sans alcool. Ah bah si c'est sans alcool, je peux goûter aussi. Étant donné qu'on est éleveur charolais, faire le pèlerinage au Sacré-Cœur et à Notre-Dame,
Et surtout cette année que Notre-Dame est restaurée, et ça donne l'occasion d'exprimer notre foi. Et puis, étant donné qu'on a notre évêque avec nous, il va nous faire partager sa foi à nous. Dis donc. Quel morceau! Qu'elle est propre et qu'elle est belle, ta belle vache. On viendrait la rechercher demain soir. Ce soir qu'elle repart. Oh zut, zut. Oh. Je pense qu'il faut qu'on vienne participer aussi pour encourager nos agriculteurs à nous faire des produits beaucoup plus sains que ce qu'on achète bien souvent et qu'il faut les aider à survivre dans tout leur métier agricole. Après 4 heures à savourer l'ambiance du salon, direction la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre, où un parcours jubilaire attend les pèlerins pour une pause spirituelle. Nous sommes dans une année sainte. Pour cela, nous pouvons bénéficier de l'indulgence du jubilé. La démarche jubilaire nous invite à choisir une œuvre de miséricorde et à la mettre en œuvre en rentrant chez nous. Il y a des choses bien connues qui nous viennent de l'Évangile. Donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif. Ce pèlerinage, ça me permet de faire une pause, de sortir de la ferme, vivre notre foi, remettre le Christ au milieu de notre métier, au centre du métier. C'est important, voilà, parce qu'on participe en quelque sorte à la création. Bénis le labeur des paysans de France, maître des moissons. Une des choses qui a aussi marqué certains, et moi qui m'a marqué, c'est de voir combien ce sanctuaire est habité par de la jeunesse. Alors nous, dans notre diocèse un peu vieillissant, un peu tout ça, ça nous fait un bien fou de voir que la foi touche le cœur des jeunes, et si elle touche à Paris, elle doit bien pouvoir toucher à Langres. Oui, c'est ça. Dernière étape, le moment tant attendu par certains, la visite de Notre-Dame de Paris. Au programme, une déambulation silencieuse en petits groupes de 10, suivie de la messe pour clore le pèlerinage. C'est beau, hein. Là, c'est la Seine, jardin d'Olivier, là, où les apôtres ont... Ouais. C'est une immense joie d'être là, d'admirer toute cette beauté. Chaque fois que nous participons à la célébration de l'Eucharistie, nous vivons un véritable pèlerinage. Les cérémonies à Notre-Dame qu'on vient d'assister, c'est prenant, c'est bouleversant. C'est dans une cathédrale toute rénovée, toute belle, toute jolie. Heureux d'avoir participé à ce pèlerinage. Dans le hall 3, ici au Salon de l'Agriculture, évidemment, on peut découvrir toutes ces saveurs, ces produits d'exception de l'agriculture française, comme ici, dans ce stand. Bonjour. Bonjour. Donc oui, ici on est au stand de la région Normandie. Donc nous on est la ferme des Peupliers, une ferme normande, et on propose des yaourts fermiers normands du coup. Bonne dégustation, merci beaucoup. Je vous propose maintenant de rejoindre le stand du Cantal où nous allons retrouver Monseigneur Didier Nobleau, parce qu'il y a un autre diocèse qui est venu en délégation ici avec des agriculteurs au salon. Le Cantal est prêt à vous accueillir. Monseigneur Didier Nobleau, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Saint-Flour et référent pour la mission rurale de l'Église au nom des évêques de France. Vous teniez à être là avec votre groupe diocésain. Oui, c'est vraiment une chance de vivre cette proximité et cet encouragement avec le monde agricole.
Au gré de nos rencontres, Monseigneur, on a été frappé par le fait que des agriculteurs nous aient confié que la foi avait un impact très concrètement dans leur choix de production, de la manière de conduire leur exploitation, et puis cette foi chrétienne. Mais ce n'est pas si fréquent. Beaucoup ont dit aussi, au fond, que la foi pour eux, c'était d'abord la pratique cultuelle et qu'ils n'avaient pas le temps, la possibilité d'aller à la messe le dimanche. Comment mieux comprendre que la foi, elle se vit en acte, au fond ? Alors depuis que je suis évêque et puis prêtre, j'entends beaucoup d'exploitants agricoles, de paysans, de maraîchers qui disent leur enracinement chrétien. Mais ce qui a peut-être changé ces dernières années, c'est qu'un certain nombre d'agriculteurs, et notamment de jeunes agriculteurs, disent leur foi chrétienne les inspire dans leur métier. Et leur rencontre du Christ inspire une façon de cultiver, une façon d'envisager des choix agricoles. Il y a une sorte d'impact de leur foi chrétienne dans leur façon de vivre l'exploitation. Il ne faut pas se le cacher, la déchristianisation, elle a touché les campagnes françaises, le lien s'est distendu, les mouvements chrétiens ont peut-être plus de difficultés aujourd'hui à recruter. Pour autant, quel est l'enjeu? Qu'est-ce que Dieu a à dire à ce monde rural? Alors en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui marque le monde rural, c'est un problème de natalité déjà. C'est moins un problème de lien à l'Église où de nombreuses personnes sont liées à leur foi chrétienne et leur foi chrétienne les inspire. Ce qui est sûr, c'est que l'Église a à entendre ce que dit Dieu par le monde paysan et agricole. Eux qui sont si proches de la création, si proches de la nature, eux qui voient pousser les choses, qui accompagnent leurs bêtes, leurs animaux. Donc nous avons quelque chose à entendre, nous tous, les contemporains à l'Église. Et le message de l'Écriture sainte et la tradition de l'Église a aussi quelque chose à dire. Il y a une sorte de rencontre. Vous savez, on est très attentif aux articulations, aux conjugaisons. Et sûrement que l'Église qui est en France peut apporter ce service entre un monde agricole assez fractionné et des attentes sociétales et environnementales. On redécouvre les rites liturgiques, les bénédictions, les rogations par exemple. Qu'est-ce que cela dit aujourd'hui du besoin du monde agricole ? Alors ce qui est sûr, c'est que la piété populaire, les dévotions populaires les plus traditionnelles sont très modernes en fait, parce qu'elles articulent une foi qui s'exprime par des sens, par une sensibilité, par des gestes et une réflexion. Je me rappelle très bien cette grande aventure à la Font-Sainte dans le Cantal, où à la fois pèlerinage, adoration eucharistique, montée de la Vierge et en même temps table ronde autour de la possibilité pour un jeune exploitant dans le Cantal de s'investir et de vivre bien de son métier. Donc il faut réinvestir cette dévotion populaire qui a été un peu écartée en France, il faut le dire quand même. Sûrement qu'il y a un renouveau parce qu'on se rend compte que cette dévotion populaire est une dévotion qui parle aux gens parce que les gens parlent de leur foi en vivant cette dévotion populaire. C'est pas du tout ringard, c'est assez contemporain, moderne, dans la mesure où on peut articuler avec une réflexion sociétale, avec un engagement. Alors justement, la pensée sociale de l'Église, elle est très structurée. On a vu la publication de l'encyclique Laudato Si du pape François, plusieurs nous en ont parlé, c'était il y a 10 ans. Est-ce que vous avez l'impression que c'est connu, pris en compte aujourd'hui dans les campagnes françaises? Alors effectivement, ce jubilé de Laudato Si, 10 ans, va permettre peut-être de relire le texte 10 ans après. Beaucoup de choses ont changé. La conscience de la crise écologique est bien plus présente. Les impacts sont visibles par de nombreux contemporains. Donc je pense que cette année jubilaire va être une année de relecture et d'approfondissement. Et vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce qu'elle est bien connue, cette encyclique, finalement, dans le monde rural? Elle est connue. Parfois, elle a été reçue un peu de façon agressive en disant mais qu'est-ce qui se passe et on n'est plus soutenu. Il y a vraiment à revivre ce dialogue autour de Laudato Si, de ce grand texte du pape François, peut-être le relire à frais nouveau après ces 10 ans de crise écologique. On a entendu ces questions existentielles au cours de cette émission parce qu'on l'a redit, il y a ces questions très complexes, stratégiques, de l'économique, du social, du marché mondial, de la question de la loi d'orientation agricole, des normes françaises. Mais il y a aussi des questions existentielles. Comment l'Église peut contribuer à y réfléchir? L'Église permet de la relation, permet de l'écoute, permet du dialogue. Et là, vraiment, c'est ce qu'elle peut apporter dans ce monde fragmenté, aux nombreuses crises que vous venez d'évoquer et qu'il faut relever. L'Église est un espace de dialogue. Et depuis le grand rassemblement d'avril 2022 à Châteauneuf-de-Galore, autour de Église Terre d'Espérance, la récente rencontre 45 diocèses représentés, plus de 100 participants à une grande session de la mission rurale, redit cela. Il y a une proposition de la foi à exprimer, à vivre. Et il ne vous aura pas échappé qu'il y a plus de 5 grands rassemblements nationaux qui vont avoir lieu cette année 2025, où justement il y aura conjugaison entre l'expression de la foi, l'ouverture de la parole de Dieu, l'écoute des souffrances et des joies et des défis du monde agricole. L'Église apporte cet espace de dialogue et de rencontre entre différents types d'agriculture, entre différentes personnes, entre différentes
intuition autour du monde agricole. Et on sait que les Français sont attachés à leurs agriculteurs, c'est eux qui les nourrissent. Pour autant, il ne faut pas idéaliser non plus, parce qu'il y a de la concurrence, il y a la recherche du gain économique, il y a aussi beaucoup de solitude. Alors la solitude, c'est vraiment un des soucis du monde agricole, du monde rural, du monde paysan. Et tout ce qui va permettre de la rencontre, du dialogue, de la vie sociale est essentiel. Mais il faut aussi que nous, citoyens consommateurs, nous acceptions de participer à cet effort d'une agriculture qui prend soin de la création. Et ça passera aussi par des changements de mode de vie et peut-être d'accepter de payer un peu plus cher certains aliments pour permettre à chaque paysan de vivre de son travail et d'en vivre bien. Qu'est-ce que l'Église dit de spécifique sur la vocation des agriculteurs? Alors je crois que tout métier est un espace vocationnel et un certain nombre nous le disent. Nous choisissons ce métier en réponse à l'appel du Seigneur qui nous invite à prendre soin de la création et à nourrir la population. La Genèse et le texte de la Genèse, premier texte de la Bible, il est très clair là-dessus. Gardez la création au sens de protéger-la, entretenez-la, mais en même temps nourrissez ce monde. Et c'est vraiment une vocation merveilleuse. Il y a de l'avenir pour le monde paysan et agricole. Il y a moyen de bien vivre de ce travail. Les jeunes agriculteurs nous le disent. Et puis tous les étudiants qui sont en ce moment dans les filières agricoles ont cette passion du bien travailler, du bien produire. Et ça, c'est vraiment très réjouissant. Merci beaucoup, Monseigneur Didier Novelo, de nous avoir accordé quelques temps. Bonne suite de rencontres ici. Et puis vive le Cantal. Vous êtes dans ce stand, évêque de Saint-Flour. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission. Je tiens à remercier tous ceux qui nous ont accueillis, que ce soit dans leur ferme ou à Parelmonial, ici au Salon de l'Agriculture. Merci aux journalistes de la rédaction mobilisés pour cette émission. Je ne sais pas si on a trouvé Dieu au salon, mais en tout cas, on a pu comprendre comment les chrétiens étaient appelés à vivre leur foi en acte très concrètement dans ce monde rural. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à y réfléchir, à mieux comprendre et invités à passer à l'action. N'hésitez pas à revoir cette émission sur notre site ktotv.com. À bientôt.